le 13h. Nathalie Malleux. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une, Bruxelles sous contrôle policier. La capitale se prépare à l'arrivée de Donald Trump et des autres dirigeants qui suivront le sommet de l'OTAN. Écho en direct avec Éric Bévert à l'aéroport. Avant cette étape bruxelloise, le président américain a fait halte au Vatican. Rencontre avec le pape François. Les deux hommes ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Au Royaume-Uni, l'état d'urgence est décrété après l'attaque terroriste sanglante à Manchester. Les hommages aux victimes se multiplient. Chez nous, la Wallonie dégage 200 millions d'euros pour de nouvelles maisons de repos et les autorités publiques comptent aussi sur l'engagement du privé. Et puis par ces températures qui montent, vous ferez peut-être un petit plongeon dans une piscine en plein air. Benjamin Carlier nous attend au domaine de Wégimont. C'est donc le débarquement du jour. Donald Trump, le président américain, est attendu fin d'après-midi à Bruxelles. Autant dire que sa visite est minutieusement balisée. Côté sécurité, tout d'abord, la capitale est sous étroite surveillance. Aline Delvoye. Les rues du centre de Bruxelles, étonnamment vides. Très peu de circulation, mais beaucoup de forces de l'ordre. Elles sont déployées par dizaines. Des zones de police de toute la Belgique sont venues en renfort. Petit à petit, les rues se ferment, comme la rue Ducale à l'arrière de l'ambassade américaine. Dans une heure, ce sera le cas de la petite ceinture entre la place Louise et Arlois. Pour les habitués du quartier, il a fallu s'organiser. Voilà, on ne va pas avoir de métro, les bus aussi vont être en déviation. Donc, ils ont coupé même la station Vilo, vous voyez, c'est tout fermé et c'est vachement une complication. L'accès aux stations de métro Arlois, Schumann, Trône, Louise et Porte de Namur sera fermé cet après-midi jusqu'à demain 16h30. La place des Palais se vide. Le parc royal a lui été passé au peigne fin par les forces de l'ordre. Je me demande qui paye pour ça, bien sûr. Mais je pense qu'aussi, peut-être les États-Unis paient un peu, je ne sais pas. Mais si c'est nécessaire pour la sécurité, je pense que c'est normal. Aucun véhicule n'est autorisé dans le périmètre de sécurité, pas même les vélos. Mon vélo a été retiré et j'ai une réunion, donc je vais devoir y aller à pied. Vous ne saviez pas que vous ne pouviez pas garer votre vélo ici? Alors c'était pas indiqué ce matin, il y avait d'autres vélos, donc j'ai pensé que c'était bon. Mais bon, je vais le récupérer 10 boulevard Clovis. L'entourage du président des États-Unis logera dans cet hôtel sur le boulevard de Waterloo. Donald Trump, lui, s'installera à l'ambassade américaine. Sécurité maximale et drapeau hissé. Tout semble prêt pour l'accueillir. Oui, et la première étape pour le couple présidentiel américain, c'est le Palais Royal. Maxime Binet sur place, pas question de transiter par le quartier, tout est déjà bouclé. Oui, Nathalie, Bruxelles s'apprête à l'arrivée de Donald Trump, le président américain, et son arrivée est imminente. Donald Trump sera d'abord en fin d'après-midi reçu ici au Palais Royal en présence du roi Philippe, suivi d'un entretien avec Charles Michel, le Premier ministre. Alors, vous l'imaginez bien, ce séjour de 2 jours de Donald Trump à Bruxelles, eh bien, ça se prépare depuis tôt ce matin. Entre 2000 et 3000 policiers sont mobilisés à Bruxelles. D'autres mesures de sécurité ont été prises, notamment au Parc Royal. Le parc est déjà quasiment bouclé, alors que la fermeture est prévue à 14h30, notamment au niveau de l'ambassade américaine. Bref, vous le comprenez, Bruxelles s'apprête à vivre un mercredi assez particulier. Voilà, Maxime le disait, des milliers de policiers sont mobilisés pour l'occasion pour encadrer aussi l'ensemble des dirigeants qui seront présents au sommet de l'OTAN dès demain. Des policiers motivés, mais inquiets parfois. Les renforts venus de province, par exemple, ne sont pas toujours suffisamment formés ou équipés. Écoutez à ce propos un des délégués permanents de la CGSP Police au micro de Kamel Azouz. L'inquiétude vient surtout des collègues qui viennent de province, qui sont moins entraînés et qui ont moins d'habitude d'intervenir dans des grands services d'ordre, comme les collègues des grandes villes, notamment l'utilisation des armes et les types d'arrestations. Ce qui fait que la sécurité n'est pas toujours garantie vis-à-vis des collègues qui viennent de province. C'est quand même un cri de secours vers le monde politique, qu'avant, avec un clin d'œil, on pouvait réquisitionner facilement 6-7 000 gendarmes et que maintenant, on a très difficile à trouver 2000 personnes sur le terrain.
Alors, voyons de plus près le programme de la visite de Donald Trump. Pas d'heure précise pour l'arrivée d'Air Force One. L'avion du président américain se posera vers 16h à l'aéroport militaire de Millsbrook. Et puis, les rendez-vous vont s'enchaîner. Aurélie Didier. La première étape de Donald Trump en Belgique sera royale. Il sera reçu avec son épouse au Palais Royal à Bruxelles aujourd'hui en fin d'après-midi pour une audience avec le roi Philippe et la reine Mathilde. Dans la foulée, c'est avec le Premier ministre Charles Michel que Donald Trump s'entretiendra lors d'une réunion de travail. Et ce soir, le président américain se rendra à l'ambassade des États-Unis à Bruxelles. C'est là qu'il passera la nuit. Demain, jeudi matin, Donald Trump rencontrera des représentants de l'Union européenne. Donald Tusk, président du Conseil européen, Jean-Claude Juncker, président de la Commission et d'autres leaders européens. Melania Trump, de son côté, visitera l'hôpital des enfants Reine Fabiola. À midi, Donald Trump et Emmanuel Macron partageront un repas à Bruxelles, mais le lieu reste encore inconnu. Jeudi après-midi, réunion spéciale de l'OTAN vers 16h. Cela se passera au nouveau quartier général de l'Alliance Atlantique. Le vice-président américain Mike Pence y avait déjà été reçu. Donald Trump assistera à la cérémonie de remise des clés du nouveau bâtiment et au défilé aérien d'avions de combat et de transport. Pendant ce temps, Melania Trump sera avec Brigitte Macron et l'épouse de Charles Michel pour un tour des spécificités belges. Musée Magritte, magasin de sacs de luxe belge, dégustation de chocolat et visite des serres de Laken. Le couple présidentiel américain quittera le sol belge demain vers 21h. Et l'arrivée de Donald Trump, le sommet de l'OTAN aussi, vont quelque peu perturber l'espace aérien belge. Éric Bévert, vous êtes aux abords de l'aéroport de Bruxelles National. Pour les autres vols, quel sera l'impact de ces événements aujourd'hui et demain ? Mais écoutez, Donald Trump ne va pas en personne perturber le ciel belge. Par contre, il y aura des perturbations. Je vous explique tout de suite. Air Force One, l'avion présidentiel américain, va donc arriver ici à Bruxelles cet après-midi vers 16h à l'aéroport militaire de Millsbrook. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, aucun autre avion ne pourra se trouver dans le ciel autour de Bruxelles. Des contrôleurs aériens américains seront même dans la tour de Belgocontrol derrière moi pour s'en assurer et pour seconder leurs collègues belges, pour ne pas dire les surveiller. Mais cette interdiction de vol ne devrait durer que quelques minutes à peine et franchement, personne ne s'en rendra compte, pas plus d'ailleurs qu'à l'occasion de l'arrivée des autres chefs d'État pour lesquels on appliquera la procédure habituelle des sommets européens, même si c'est un sommet de l'OTAN. Par contre, cet après-midi et demain, chaque fois à 17h30, pendant une demi-heure, à Bruxelles, mais également à Charleroi, là, il y aura des perturbations et on doit s'attendre à des retards dans les vols réguliers. Ça risque d'ailleurs de poser problème puisqu'on est à la veille d'un long congé. Beaucoup de gens ont fait le pont, on s'offre des petits mini-trips et vont donc se retrouver dans les aéroports de Bruxelles et Charleroi. Il y aura des perturbations, donc je vous l'ai dit, 17h30 aujourd'hui et demain. Eh bien ça, c'est lié à l'inauguration demain du nouveau siège de l'OTAN à Aaren, tout près de l'aéroport. Je vous propose d'écouter le porte-parole de Belgocontrol. Il y aura lieu demain après-midi, donc jeudi, le jour de l'inauguration du nouveau site de l'OTAN, un défilé aérien comparable à celui du 21 juillet qu'on connaît donc à la fête nationale belge, avec des avions des pays de l'OTAN. Et pour ça, il faut fermer l'espace aérien pendant une grosse demi-heure pour que puisse avoir lieu ce défilé aérien. Et cet après-midi, en fin d'après-midi, a lieu aussi une répétition générale pour ce défilé aérien qui aussi donc, nous oblige à fermer l'espace aérien. Mais nos contrôleurs aériens vont tout faire pour limiter les impacts, donc pour limiter les retards au départ de Bruxelles et de Charleroi. Et voilà donc pour les perturbations annoncées dans le ciel. Merci à vous, Eric. Et si vous voulez suivre en direct l'arrivée du président américain, eh bien rendez-vous sur notre site internet rtbf.be/info. Et il n'y a pas que Donald Trump qui débarque. Le président turc également est attendu fin de journée. Et plusieurs bourgmestres de communes bruxelloises ont pris une mesure exceptionnelle. Ils interdisent tout rassemblement des partisans du président Erdogan. Le bourgmestre de Bruxelles, notamment, Yvan Mayer, craint des débordements. Il a expliqué ce matin sur La Première à Thomas Gadisseux. Nous avons eu vent il y a quelques semaines de la volonté de M. Erdogan de tenir un meeting à Bruxelles. Or, vous savez que nous avons vécu des incidents, notamment lors du référendum et de l'élection à ce sujet. Il y a eu des échauffourées devant l'ambassade turque à Bruxelles, il y a eu des blessés par armes légères, mais enfin néanmoins à l'arme blanche. Des gens ont été amenés à l'hôpital, il a fallu
faire l'intervention de la police pour essayer de calmer les choses. La semaine dernière à Washington, il y a eu également des tensions avec des violences, ici, vous allez etc. interdire un rassemblement pro-Erdogan. Nous avons d'abord demandé aux autorités turques de renoncer à cet événement en leur disant il y a un sommet, M. Erdogan vient pour un sommet, il y a des tensions, on ne va pas pouvoir accepter une manifestation et un meeting place Stéphanie à Bruxelles, dans le Goulet-Louise. Donc ce n'est pas possible cela. Et revenons à Donald Trump. Pour l'heure, le président américain est à Rome avec son épouse, avec sa fille aussi, Ivanka. Ils ont rencontré le pape François. 30 minutes de discussion loin des caméras et avec plusieurs thèmes de friction entre le pape et le milliardaire. Pascal Bustamante. Arrivée très matinale du président américain au Vatican. Reçu avec les égards, Donald Trump se prépare à une visite éclair. Une visite sous les ors qui rappelle les échanges aigre-doux entre le candidat Trump et le pape François. Ce dernier avait déclaré qu'une personne qui veut construire des murs et non des ponts n'est pas chrétienne. Mais le climat entre les deux hommes ne souligne pas les différends. Migration, économie libérale, vente d'armes et environnement, tout dans leur prise de position respective semble les séparer, à l'exception peut-être de leur opposition partagée à l'avortement. Donald Trump était accompagné de sa femme, Melania, de sa fille, Ivanka, et de son gendre et proche collaborateur, Jared Kushner. Lors du traditionnel échange des cadeaux, le président Trump a offert 5 livres de Martin Luther King au pape, dont un signé de la main du prix Nobel de la paix. Pour sa part, le pape François a offert un médaillon symbolique finement sculpté. Il lui aurait dit « Je vous le donne pour que vous soyez un instrument de paix ». Le président américain lui aurait répondu « On a bien besoin de paix ». L'entretien a duré une demi-heure, une façon pour le président de boucler pour son premier voyage officiel un tour des grandes religions monothéistes. Après quelques rendez-vous protocolaires, Donald Trump prendra son envol pour la Belgique. Et Valérie Dupont a suivi pour nous cette étape au Vatican. Valérie, retenons une image, peut-être, contraste entre un président américain tout sourire et un pape plutôt sérieux. Exactement, c'est ce qui a surtout frappé les observateurs ici au Vatican. C'est vraiment ce visage très souriant de Donald Trump et ce côté très sérieux du pape. Alors c'est vrai que l'entourage du président américain avait beaucoup insisté pour dire que cette rencontre était pour le président américain vraiment très importante, plus importante selon eux que le sommet de l'OTAN ou le sommet du G7. C'était vraiment une réunion, une rencontre fondamentale. C'est vrai que rencontrer le pape François, cela permet de redorer en quelque sorte son blason, une réputation internationale qui est plutôt médiocre. Du côté du Vatican, par contre, on a insisté pour dire que le pape François n'invite pas les chefs d'État, mais que ce sont les chefs d'État qui demandent une audience. La nuance est donc de taille et la photo, l'image était symbolique. Oui, les deux hommes, cela dit, ont peut-être évité les sujets qui fâchent, mais la paix était au centre des discussions. Oui, absolument. C'est vrai que dans le communiqué final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de diplomatie dans ce qui a été écrit. On sent qu'ils ont abordé certains thèmes qui pourraient être des thèmes de friction, comme notamment l'accueil des migrants ou le système sanitaire national américain. Mais c'est vrai aussi que le pape François a préféré mettre l'accent sur la paix. Et on le voit dans les cadeaux, outre le médaillon dont parlait le reportage. Le pape François a ajouté un texte qui est un appel à la non-violence pour une politique de paix. Un texte qui demande aux grands de ce monde d'entamer une vraie politique de retrait des armes, notamment les armes nucléaires. Alors est-ce que le président américain aura entendu le message du pape? En tous les cas, il lui a dit en le quittant « Je n'oublierai jamais vos paroles ». Et donc, on verra. Valérie Dupont à Rome, merci à vous Valérie. À suivre dans ce journal, le procès dit de la filière de Jumet. 7 personnes sont soupçonnées de participation à une organisation terroriste. Gros plan sur de petits oiseaux nicheurs qui se font trop rares en Wallonie. Les hirondelles de rivage. Un site de préservation leur est réservé dans une carrière près de Couvin. Et puis un défilé de stars à Cannes. 2 superbes actrices réunies au gala du 70e anniversaire du festival. Mais d'abord, retournons à Manchester, au surlendemain de l'attaque terroriste qui a fait 22 morts et 59 blessés. Aujourd'hui encore, des familles recherchent toujours leurs proches. Toutes les victimes ne sont pas identifiées. Alison Delpierre. Olivia Campbell, 15 ans, fait partie des victimes. La nouvelle est tombée cette nuit. C'est sa mère qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Une maman pour qui l'attente était un supplice. S'il vous plaît,
Je veux la serrer dans mes bras. Elle avait lancé des appels à l'aide dans les médias pour tenter de retrouver sa fille qui assistait au concert avec un ami. Safi Rose, 8 ans, assistait au concert avec sa maman et sa grand-mère. Georgina Callender, 18 ans, avait déjà rencontré son idole. John Atkinson, 26 ans, ses amis et sa famille ont confirmé sa mort sur les réseaux sociaux. Kelly Brester, 32 ans, assistait au concert avec sa sœur et sa nièce, toutes deux toujours hospitalisées. Alison Ho, 45 ans, et Lisa Lee, 47 ans, attendaient ensemble leurs filles respectives à la sortie du concert. 7 noms, 7 victimes identifiées pour l'instant. Les 15 autres ne sont pas encore connues, elles devraient l'être dans les jours, voire les semaines à venir. Alors pour les familles, toujours à la recherche de leurs proches, c'est l'angoisse. De nombreux enfants ou adolescents ont été séparés de leurs parents. Shona a assisté au concert. Elle a survécu, sa fille également. Aujourd'hui, elle se rend compte de la chance qu'elle a eue. Il y avait beaucoup d'enfants dans la salle. Beaucoup d'entre eux ont été séparés des membres de leur famille. Je ne peux pas imaginer comment les gens doivent se sentir. Savoir que notre fille est en sécurité avec nous, c'est une véritable bénédiction. Pour ceux qui n'ont pas cette chance, les recherches se poursuivent notamment sur les réseaux sociaux, car aujourd'hui, beaucoup manquent encore à l'appel. Et à Manchester, nous rejoignons Stéphanie de Silghi. Vous êtes à Albert Square, là où affluent les témoignages de solidarité, avec un niveau d'alerte qui est maximal désormais. L'état d'urgence est décrété, Stéphanie. Oui, le niveau est passé de critique à sévère, ce qui signifie qu'une attaque peut être imminente. C'est la 3e fois en 10 ans que le niveau est relevé à son maximum, le niveau 5. La dernière fois, c'était en 2006. Cela n'avait duré que quelques jours. Cette fois-ci, cela pourrait durer plus longtemps, a précisé la Première ministre Theresa May, surtout pour rassurer la population. Depuis ce matin, on peut déjà voir beaucoup plus de policiers qui patrouillent dans les rues de Manchester. Et en parallèle, Theresa May a lancé l'opération Tempéraire. Au total, plus de 3800 soldats vont être déployés à travers le Royaume-Uni, près des stades, des salles de concert ou encore des gares. Des patrouilles mobiles vont être surtout déployées par exemple auprès de Downing Street, auprès des ambassades. Et ce matin, désormais, il est impossible pour les touristes de visiter le Parlement Westminster ou encore d'assister à la relève de la garde à Buckingham Palace. Et du côté de l'enquête, de nouveaux éléments sur le kamikaze. Pour les autorités, il n'a sans doute pas agi seul. Oui, depuis ce matin, l'enquête s'accélère. 3 hommes ont été arrêtés à Manchester. La photo du kamikaze est diffusée. Salam Abedi, 22 ans, provenait en fait de Libye. Cela faisait près de 10 ans qu'il était installé au Royaume-Uni, à Manchester, avec sa famille. Il s'était radicalisé ces dernières années, portait la robe islamique et s'était rendu à plusieurs reprises en Libye. Alors les enquêteurs pensent en effet qu'il n'a pas agi seul. Et pour preuve, la bombe qu'il a fait exploser était très sophistiquée, composée de boulons et d'objets métallique. Pour les enquêteurs, cela ne fait presque aucun doute. Il n'a pas pu la fabriquer seul. Ils sont donc à la recherche de l'artificier. Et l'homme arrêté hier, âgé de 23 ans, qui est identifié comme le frère de Salam Abedi, pourrait être, en tout cas, avoir participé à la confection de cette bombe. Stéphanie de Silghi à Manchester. Merci à vous, Stéphanie. Après le choc de l'attaque, c'est le temps des hommages et du recueillement aussi. Voyez ces images, ces témoignages commentés par Sébastien Giron. Tout commence par un long moment de recueillement. Des milliers de Mancuniens silencieux au pied de l'hôtel de ville. Et puis, petit à petit, le nom de Manchester scandé à l'unisson. Manchester reste uni et nous restons forts. Et rien ne changera ça, jamais. Car à l'horreur, Manchester a choisi de répondre par la solidarité, à l'image de plusieurs chauffeurs de taxi. J'ai littéralement écrit sur une feuille de papier « Taxi gratuit ». Et je l'ai placardé avec du scotch à l'arrière de ma voiture et voilà. Et combien de courses hier? J'ai perdu le compte après 14. Autre élan de solidarité dans les hôpitaux de la ville où presque trop de personnes affluent pour donner leur sang. L'attaque de lundi a donc rassemblé les personnes et les communautés. À partir de maintenant, il faut que ces rassemblements se fassent pour de bonnes raisons, avec de bons objectifs. Plus pour ces dramatiques et inimaginables, je n'ai pas de mots.
Le monde doit s'unir. Pas juste Manchester, pas juste l'Angleterre, mais le monde entier. On doit faire face ensemble. Moins de 24 heures après l'attaque, c'est donc un message d'union qui est porté par une ville tout entière. La traque de terroristes potentiels aussi chez nous avec la suite du procès dit de la filière de Jumet, une filière djihadiste. 7 prévenus soupçonnés d'avoir soit voulu rejoindre la Syrie, soit d'avoir soutenu des combattants sur le territoire belge. À Charleroi, le compte-rendu de Stéphanie Lepage. La tension est palpable au tribunal correctionnel de Charleroi. Après une première audience il y a 15 jours, sans aucun dispositif de sécurité, ce matin c'était tout l'inverse. De nombreux policiers en civil et en uniforme sont présents, certains accompagnés de chiens. À l'entrée de la salle, la fouille est systématique, voire renforcée pour certains individus. Sur le banc des accusés, 5 hommes détenus et 2 femmes qui comparaissent libres. Tous ont joué un rôle différent dans la cellule terroriste de Jumet. Premier interrogé par le juge ce matin, un certain Albin Mbès, soupçonné d'être l'un des 2 dirigeants du groupe. Il est contre cette notion de dirigeant, mais il reconnaît bien volontiers ce qu'il a toujours fait, cette volonté de vouloir partir en Syrie. Dans quel but ? Dans le but de combattre les troupes de Bachar el-Assad pour aider ses frères musulmans. La cellule est soupçonnée d'avoir organisé des mariages religieux et des départs en Syrie. A souligné le rôle prépondérant d'Internet, véritable outil d'endoctrinement et de propagande. Via la messagerie cryptée Telegram, certains prévenus étaient en contact avec des sympathisants du groupe terroriste État islamique, dont la Parisienne Inès Madani, qui tentera plus tard de commettre un attentat avec des bonbonnes de gaz devant la cathédrale Notre-Dame. Qu'est-ce qui s'y passait sur ces réseaux sociaux et notamment sur Telegram? Alors on parle de diverses choses, tout dépend des prévenus, de leurs responsabilités, mais des personnes sont mises en contact, de la propagande circule et certaines personnes sont mises en contact pour des mariages et nous savons que le préalable du départ au djihad est la nécessité de se marier, ce qui a effectivement interpellé les autorités judiciaires. Après l'interrogatoire des prévenus, place cet après-midi au réquisitoire de l'avocate générale. En bref, triste confirmation sur le site de la cimenterie Holcim à Aubourg. Le corps sans vie de l'ouvrier porté disparu hier a été retrouvé sous les décombres. Cet homme de 34 ans travaillait depuis 10 ans chez Holcim. La direction a prévu une assistance psychologique pour les membres du personnel et pour la famille et les proches du défunt. Un coup de pouce financier pour des maisons de repos en Wallonie. Il faut bien répondre au vieillissement de la population. La Wallonie va donc injecter 200 millions d'euros pour la rénovation, la construction de nouvelles places. Et les autorités publiques comptent aussi sur le soutien du privé. Daniel Welter. Après 2050, la Wallonie comptera 2 fois plus de personnes âgées qu'aujourd'hui, soit près de 400 000 personnes. Alors, pour faire face à cette demande croissante, la région déploie son plan Papy Boom. Concrètement, elle débloque 187 millions d'euros pour créer 677 places supplémentaires avec des tarifs mieux encadrés sur base d'un système all-in. Souvent, on a un prix de base et puis, mauvaise surprise, plein de frais supplémentaires connexes qui rentrent par la fenêtre à défaut d'avoir été annoncés dans la porte. Et donc, on va faire une démarche de prix all-in qui intégrera tout, qui sera plus clair, plus lisible, plus prévisible pour les résidents, avec aussi une grille tarifaire pour que si la région wallonne donne des subventions pour créer des maisons de repos, en contrepartie alors, il y a aussi une pression à la baisse sur les prix pour rendre les places plus accessibles pour nos concitoyens. Actuellement, la Wallonie compte 700 maisons de repos et un peu plus de 48 000 lits, dont 2600 octroyés, mais jamais activés, faute de financement. Même si l'autorisation avait été donnée, les montants n'étaient pas disponibles. Aujourd'hui, on a pu dégager ces montants pour que très rapidement, d'ici 2020, déjà 677 places supplémentaires puissent être créées. Et puis ensuite, on entrera dans un système de création de nouveaux lits chaque année, dont le nombre dépendra à la fois des besoins et des moyens disponibles. Jusqu'à plus de 50 000 lits à terme en Wallonie. Le mécanisme de financement sera revu. Il devrait favoriser les partenariats publics-privés. Et encore un président de commission d'enquête parlementaire poursuivi en justice. Cette fois, il s'agit de Dirk van der Malen qui préside la commission Kazakgate. Et c'est Patok Chodiev, un des protagonistes du dossier L'homme d'affaires qui a bénéficié de la loi sur la transaction pénale, qui attaque. L'ambiance est paisible et pourtant pour le président de la commission Kazakgate, cette journée est un peu particulière. J'ai appris par la presse qu'aujourd'hui,
un huissier va se présenter chez moi à la maison où ma femme va recevoir cette citation. Après Georges Gilquinet, c'est au tour de Dirk van der Malen d'être attaqué en justice par les avocats de Patok Chodiev. Pas vraiment une surprise donc, quoique. Je ne comprends pas comment des avocats belges peuvent faire ça. Monsieur Chodiev pourrait peut-être penser ça. Il se croit peut-être encore avant 1989 et derrière le rideau de fer. Mais des avocats belges doivent savoir que nous vivons dans une démocratie parlementaire. Et pour lui, le travail se poursuit. Aujourd'hui, il était question du parcours de la loi sur la transaction pénale au Sénat. Face aux députés, l'AMR Christine Defraigne. Je n'ai pas eu de coup de fil ni de M. Reinders, ni de M. De Decker, si c'est la question qui est posée. Et donc, nous avons continué notre travail. Mais cet ancien collaborateur expliquera avoir bien reçu un appel du chef de cabinet de Didier Reinders. On nous disait il faut avancer sur ce texte. Effectivement, il est question à un moment donné de prescription d'une affaire. Alors ça devient un peu nébuleux. On entend toute une série de rumeurs, nous, entre collaborateurs et entre même sénateurs. On en discute dans les travées du Sénat en se demandant réellement quelle est l'affaire qui est derrière tout ça et pourquoi il faut agir vite, parce qu'il y a sans doute une prescription qui... Enfin, c'est ça qui avait été mis en avant à l'époque. Y avait-il une affaire précise ou s'agissait-il de recommandations générales? Difficile de le savoir. Christine Defraigne précisera que la volonté d'avancer sur cette loi était partagée par tous les partis de la majorité, car il y avait un deal politique. Un reportage d'Aurélie Fogli qui suit cette commission Casagate. Aurélie, dans ce dossier, voilà qu'apparaît le nom d'Albert II. Mais que vient-il faire dans cette affaire ? Alors en fait, vous savez, dans le Casagate, il y a de nombreuses affaires périphériques et le nom d'Albert II apparaît dans une de ces affaires périphériques, celle de l'anoblissement d'un autre milliardaire belge, cette fois Georges Forest. Anoblissement dans lequel serait intervenu le sulfureux préfet de l'Élysée au cœur du Casagate. Alors c'est Le Monde qui a mis, le journal français, donc Le Monde qui a mis la main sur des PV d'écoute téléphonique du préfet de l'Élysée et ces PV et ces écoutes téléphoniques indiqueraient qu'il y a eu un lobbying auprès du Palais Royal et auprès du roi pour tenter de faire anoblir Georges Forest, un lobbying qui passait par un proche du roi, François de Radiguez. Alors apparemment, d'après ces écoutes téléphoniques, le lobbying aurait fonctionné puisque le roi Albert II aurait été prêt à anoblir Georges Forest. Sauf qu'en dernière minute, lors d'une commission qui statue un petit peu sur les cas des uns et des autres dans la procédure d'anoblissement, eh bien, le profil de Georges Forest, ses liens en Afrique, aurait finalement mis fin au débat sur son anoblissement. Il ne sera d'ailleurs pas anobli. Voilà les révélations qui sortent de ces dossiers, de cet article du journal Le Monde qui mouille le roi dans cette affaire. Alors vous imaginez bien, du côté du Palais Royal, on ne commente pas ces déclarations et Georges Forest, lui, a fait un communiqué pour démentir tout ce qui est dit. Tous les détails avec Aurélie Fogli, merci beaucoup. C'est un long week-end ensoleillé qui s'annonce, des températures qui vont grimper et l'envie peut-être de se baigner. Les piscines en plein air se préparent à accueillir la grande foule. Exemple à Wégimont, en région liégeoise, avec vous, Benjamin Carlier. Tout est prêt sur place ? Oui, tout est prêt, Nathalie, ici sur place. On attend le soleil avec grande impatience. Pour le moment, il y a quelques nuages, mais le soleil devrait revenir cet après-midi. Et le thermomètre devrait continuer à grimper. On attend jusque 31 degrés samedi. Ici, on aime beaucoup la chaleur parce que quand il fait chaud, on peut accueillir jusqu'à 4 voire 5 000 personnes dans la piscine qui se trouve juste derrière moi. Alors, la pelouse a été taillée au millimètre. Les équipes ont été renforcées. Et bien sûr, la piscine a été préparée pour accueillir cette foule. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé ce matin avec Jérôme Deneville et Julien Bocchio. La piscine est encore vide ce matin, mais ce n'est qu'une question d'heure avant qu'elle ne commence à se remplir. Car le thermomètre ne va pas arrêter de grimper pour ce long week-end de l'Ascension. Première préoccupation de la direction du domaine de Wégimont, avoir du personnel en suffisance pour servir tous les clients. La météo est donc scrutée en permanence dans ses bureaux. On regarde couramment le bulletin météo, parfois heure par heure, puisque en Belgique, on sait que ça varie très très fort. Alors nous avons une cinquantaine de saisonniers qu'on répartit dans les différents points de vente. On garde toujours un nombre de saisonniers fixe pour pouvoir permettre de faire tourner ces points de vente et on renforce les équipes en fonction de la météo.
Et parmi les équipes renforcées, il y a celle des maîtres nageurs. Ils seront 2 fois plus nombreux que par temps maussade, car la piscine accueille parfois jusqu'à 5000 personnes et beaucoup d'enfants se perdent. Ici, les 3/4 des interventions qu'on a, c'est souvent des enfants en bas âge qui sont délaissés par les parents ou alors qui viennent avec le grand frère, la grande sœur, mais qui forcément ne portent pas attention très longtemps dessus. Donc voilà, c'est beaucoup de petits en fait qu'on doit aller rechercher, qui s'aventurent dans la grande piscine. Autre préoccupation, la qualité de l'eau. Celle-ci est mesurée plusieurs fois par jour, car l'eau du bassin doit être renouvelée beaucoup plus rapidement en cas de forte affluence. On doit changer 30 litres d'eau par nageur pour garantir la viabilité et l'apport en oxygène dans l'eau. Sans compter qu'avec des températures dignes d'un mois de juillet, il y aura autant de monde dans la piscine qu'à ses abords pour un bain de soleil. Et nombreux sont ceux qui se protégeront de crème solaire, de la crème qui se retrouvera nécessairement aussi dans l'eau de baignade. Ça apporte de la graisse dans l'eau, c'est pour ça qu'elle devient légèrement trouble, d'où l'importance d'un changement d'eau régulier. Sans ça, l'eau serait quasiment comme une eau de détente. Le week-end s'annonce donc chargé pour toutes les équipes, mais sous le soleil et la chaleur, le travail sera beaucoup moins pénible. Merci Benjamin pour ce reportage et sortez les maillots, évidemment. Cet après-midi, l'inauguration d'une zone de préservation de l'hirondelle de rivage est au programme. C'est à Frasnes-les-Couvains et ce dans une carrière. Étonnamment, c'est un lieu propice à la diversité et à la protection de cette hirondelle qui est une espèce quasi menacée. Sur place, le reportage d'Emmanuel Morimont. C'est un univers de pierre, de machines et de bruit. Comme si la nature avait reculé. C'est pourtant dans ce milieu inhospitalier que se joue une partie de l'histoire de notre biodiversité. C'est une alliance inattendue entre un passionné de protection de la nature et un groupe industriel qui pèse 120 millions d'euros. Leur projet, aménagé dans la carrière de Frasnes-les-Couvains, des sites de nidification pour accueillir l'hirondelle de rivage. C'est tout à fait surprenant et tout à fait étonnant, mais depuis 30 ans, les hirondelles viennent nicher au cœur du site industriel. Alors qu'il y a des machines, il y a des camions, il y a des engins qui circulent, et les hirondelles s'en accommodent parfaitement. Ce qui démontre que la biodiversité, une biodiversité tout à fait intéressante, peut se développer au sein des carrières, que ce soit des carrières en activité ou des carrières qui ont fait l'objet de réaménagement. Cette idée, on la doit à Claudie Noiret et son ASBL Les Bocages. Il est parvenu à convaincre Carmeuse de construire 2 sites. Le deuxième se trouve en face de plusieurs mares. Une zone humide pour la nourriture et du sable calcaire pour les hirondelles. L'endroit semble parfait. L'hirondelle a besoin aussi d'une matière assez fine, une granulométrie. Et on peut remarquer que cette matière, elle est pensée, réfléchie pour lui permettre justement de s'installer plus facilement. Donc en fait, il faut savoir que l'hirondelle de rivage, elle ne construit pas son nid. Elle va creuser à l'intérieur, donc une galerie qui va varier entre 60, 70, 80 cm de profondeur. Claudie a mis toute sa vie dans ce projet. Avant les pelleteuses, il faisait tout à la main. Il y a 30 ans, il repère ici une colonie d'hirondelles et il quitte son métier. Car derrière cette action, il y a un constat, l'hirondelle de rivage est bientôt menacée. Frasnes-les-Couvains, c'est un site majeur sur les 6 qui existent en Wallonie. En 2016, on recensait 2300 couples, soit une diminution d'environ 40% sur les 5 dernières années. On ne maîtrise pas la nature, donc même si on fait des aménagements aujourd'hui, avant tout c'est de pouvoir la maintenir en région wallonne, mais en même temps on peut dire que même en faisant ça, elle peut disparaître. Le reste, c'est la magie du temps qui passe. De la nature qui reprend ses droits. Après un voyage de 6000 km, l'hirondelle de rivage est revenue d'Afrique, exactement au même endroit. Et Claudie, comme chaque année depuis 30 ans, est fidèle à ce spectacle unique. C'est super, en fait, chaque année on se demande si elles vont venir et chaque fois c'est des émotions qu'on ne sait pas exprimer tellement c'est profond, quoi. Je veux dire, ça c'est génial. Enfin voilà quoi. Je pense que c'est aussi un combat. Je pense que dans la vie, si je peux apporter vraiment un rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est de croire vraiment à son rêve, quoi. Il aller jusqu'au bout et ça c'est indispensable aussi pour la survie de l'humain. Je crois qu'on a besoin de ça, quoi. 95% des hirondelles de rivage se trouvent aujourd'hui dans des carrières. Ce projet est la preuve qu'intérêt économique et préservation de la nature ne sont pas toujours inconciliables.
Et si nous parlions mariage, chaque année, 40 000 couples belges se disent oui et pour l'occasion organisent une fête en principe inoubliable. Mais à quel prix ? Le mariage, c'est de l'amour et aussi un fameux business. Cela devrait être un des plus beaux moments de leur vie commune. 4 ans après leur rencontre, Annick et Gilles vont se dire oui devant leurs proches. Annick, voulez-vous prendre Gilles comme époux, dans le bonheur et dans les épreuves, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Après cet échange de consentement, le bal de la consommation peut commencer. Pour organiser la fête de leur mariage, le couple a dépensé plus de 13 000 €, 1 500 € la location de la salle, plus de 5 000 € de traiteur. Ça va très vite. 500 € par-ci, 3 500 € d'acompte par-là, et puis hop, on revient à 500 € par-ci, et puis il y a le DJ, et puis il y a les alliances, voilà, tout s'enchaîne très vite. Puis le voyage de noces, donc... on se dit vraiment, on va pas y arriver, on va avoir un trou... On voit les comptes, ding, 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 ça descend. D'un côté, de l'argent dépensé pour atteindre sa perfection. De l'autre, des prestataires qui gagnent de l'argent grâce aux futurs mariés. Loueurs de salles, wedding planners, traiteurs, photographes. Certains en profiteraient. Qui dit mariage dit on gonfle les prix, oui, quand même. Parce que on sait que les gens sont dans une dynamique où ils ont envie. Parfois, les prestataires font sentir qu'on est un peu radin, qu'on est un peu chiche. Ils font des packages normaux et puis des packages premium, les mariages ultra chic. Alors on se dit toujours, est-ce que je veux un mariage normal ou un ultra chic? Tout le monde se dit, je veux celui qui est magnifique. Parfois, entre des futurs mariés et un prestataire, il y a litige. C'est ce qui arrive à Antonio et Ophélie. Ils sont en profond désaccord avec le propriétaire d'une salle de mariage et ont décidé d'annuler le contrat passé. On avait réservé une salle pour notre mariage. Tout d'abord, on était à une réservation de 2 150 € pour le week-end, donc du jeudi au lundi inclus. Ensuite, au fur et à mesure, on s'est retrouvé de 2 150 € à 6 400 € par des conditions qui ont été imposées, qui n'étaient pas à la base prévues. Ce couple n'est pas un cas unique. Il suffit de discuter avec des mariés pour comprendre que l'on peut avoir de très mauvaises surprises dans la préparation d'un mariage. Mais il ne faut pas diaboliser le secteur, juste être vigilant. Se marier, mais à quel prix? Suite de cette enquête de David Brichard ce soir dans Question à la Une. Les nouvelles quotidiennes du Festival de Cannes, soirée de gala hier pour le 70e anniversaire. Plus de 100 personnalités du 7e art se sont réunies pour une belle photo de groupe. On voit cela avec Hugues Daillé, succession de stars garanties. Quelques-uns des plus grands cinéastes de l'histoire. Que fait-on quand on fête son 70e anniversaire? On essaye de réunir toute la famille. Et au Festival de Cannes, la famille, ce sont les cinéastes lauréats de la Palme d'Or. Une seule femme, Jane Campion, et 11 hommes. Pas de frère Dardenne, mais David Lynch, Roman Polanski ou encore Claude Lelouch. Heureusement, pour bien représenter la gent féminine, il y avait des actrices en pagaille. Carole Bouquet, Christine Scott Thomas, Ludivine Sagné et Cécile de France, Uma Thurman, Diane Kruger, Elle Fanning, Charlize Theron, Monica Bellucci, Salma Hayek, Marion Cotillard, Émilie Dequesne et Isabelle Huppert, présidente de la soirée. Après ce déluge de stars, la star du jour, ce sera sans conteste Sofia Coppola. La cinéaste américaine revient dans la compétition avec The Beguiled, Les Proies, un drame qui se déroule pendant la guerre de sécession. L'action du film se déroule dans un pensionnat de jeunes filles dans le camp sudiste. La vie en vase clos de l'établissement est bouleversée lorsqu'une pensionnaire découvre un soldat nordiste blessé. Miss Martha! Miss Martha! Is he dead? No. Get him inside. Quick! You're a most unwelcome visitor, and we do not propose to entertain you. You'll find them easily amused. You won't be here long enough for that. Sofia Coppola propose ici une nouvelle adaptation du roman Les Proies, qui avait déjà été porté à l'écran par Don Siegel en 1971 avec Clint Eastwood. Cette fois, c'est Colin Farrell qui incarne l'intrus. Est-ce qu'avec ce remake, Sofia Coppola parviendra à s'imposer valablement dans la compétition? Réponse ce soir avec les réactions des festivaliers.
Et un coup d'œil côté météo, un soleil généreux cet après-midi. Les températures seront très agréables, entre 18 et 24 degrés, et cela va continuer à monter. Voici vos prochains rendez-vous avec l'info sur la Une. On n'est pas des pigeons, c'est à 18h30, 19h30 le JT en compagnie d'Adja Labib. Et pour tout voir ou revoir, rendez-vous sur Ovio. J'en perds mon oreillette, je la retrouverai tout à l'heure. Voilà donc qui referme ce 13h. Merci de votre attention, très bel après-midi à vous. À demain.